Le risque des réseaux sociaux, c'est quand on envoie cette image, ça ne peut faire que culpabiliser la personne qui regarde en lui disant mais pourquoi cette personne, elle est tout le temps hyper fun et moi là je suis en galère ou je me sens pas bien ou j'ai eu tel pépin, etc. Et en fait c'est justement de sortir de cette idée j'ai peur de me lancer, je vais pas réussir, parce qu'en fait tout ça c'est une pensée, c'est pas factuel. Aujourd'hui, je reçois Leïla El Abdi. Elle s'est formée, investie, engagée dans des métiers à forte dimension humaine et pourtant, malgré son appel souvent du sens, elle ne se sentait pas alignée. Il a fallu du temps, des remises en question et surtout une grande lucidité pour opérer un vrai changement. Leïla est aujourd'hui coach et fondatrice de Elle Coaching. Elle accompagne les personnes qui veulent évoluer, se transformer, parfois même se réinventer complètement. Dans cet épisode, on parle concrètement de comment on reprogramme ses croyances sans trahir qui on est, pourquoi notre cerveau est plus plastique qu'on le pense, et ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent. C'est un échange direct, accessible, mais surtout utile pour mieux comprendre comment nos pensées créent notre réalité. Un entretien qui s'adresse aux entrepreneurs, à ceux qui veulent se lancer et plus largement à tous ceux qui font de leur vie un apprentissage continu. Parce que l'esprit de ce podcast, c'est l'ADN du renard du Tibet, observer, comprendre, s'adapter et avancer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Renard du Tibet. Aujourd'hui, vous allez avoir les neurones qui fusent dans tous les sens parce que nous recevons une spécialiste des neurosciences. Nous recevons, attention, Leïla El Abdi. Bonjour. Pour nous accompagner dans ce podcast, Lola qui a insisté vraiment pour assister à ce podcast parce que tu es passionnée des neurosciences. Mais je sais que tu as plein de questions à poser à notre chère Leïla Abdi. Et excuse-moi, moi j'ai des problèmes des fois avec les noms. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qui es-tu finalement ? Eh bien écoute, je fais du coaching effectivement qui est basé sur les neurosciences et un peu comme les sportifs de haut niveau, je fais de la préparation mentale pour combiner au mieux la trajectoire pour la personne, le dirigeant, le manager et aussi pour son entreprise. Et donc quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton poste de salarié afin de créer ta boîte ? Bah écoute, après une quinzaine d'années dans le monde du salariat, j'avais vraiment l'envie d'entreprendre et surtout d'aller voir ce dont j'étais capable et vraiment de faire les choses aussi à ma manière. Si je puis me permettre une question, c'était quand tu dis cette volonté d'entreprendre, est-ce que tu peux développer un petit peu ? Parce qu'en fait, tout au long de mon parcours, on va dire professionnel dans le monde de l'entreprise, je fais des créations de postes. Donc en fait, c'est quand même partir d'une feuille blanche, construire les choses. Je le faisais pour une entreprise. Et là, j'avais vraiment cette envie de le faire pour moi. Vraiment de se dire, je vais le faire à ma manière et avec la vision que je vais poser, mes ambitions, mes objectifs, mais vraiment de manière beaucoup plus personnelle. Alors, souvent, c'est vrai qu'on me dit l'entrepreneuriat, c'est de la liberté. Alors moi, je dis aussi la liberté, c'est de poser un cadre parce qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut et n'importe comment. Et effectivement, la singularité, je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire de les faire les choses à notre manière pour que ça nous ressemble et qu'il y ait vraiment cet alignement qui fait que les choses vont fonctionner parce que ça nous correspond vraiment. Je trouve que le meilleur synonyme de l'entrepreneuriat, c'est la singularité. Tu as tout à fait raison. Parce que finalement, on n'est pas beaucoup plus libre qu'avant. On est dépendant, on n'est plus dépendant d'un patron, mais on est dépendant des clients, exactement, du marché. Mais par contre, on fait les choses à notre sauce. Ça, c'est vrai que... excuse-moi, c'était une petite... non, mais je te rejoins. Qui m'intéressait beaucoup. Donc sur ton site, on peut voir « Nous sommes notre propre limite ». Concrètement, ça veut dire quoi, ça ? En fait, quand j'ai décidé aussi d'aller vers la préparation mentale, c'est que quand je dis on est notre propre limite, c'est que souvent on a tendance à donner la responsabilité aux autres, c'est-à-dire c'est la faute de mon mari, de ma femme, de mon patron, de mon équipe, de mes collègues. Alors qu'en fait, la seule personne qui nous limite dans la vie pour aller là où on a envie d'aller, c'est nous. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est de prendre conscience que la seule personne qui t'empêche d'aller où tu veux, par exemple Olivier, c'est toi. C'est pas ton environnement externe, c'est vraiment toi. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis vous êtes votre propre limite. Tu fais un petit peu référence à ce que me disait Frédéric, qu'on a reçu ici au Renard, qui a cette image à chaque fois que je retiens, et franchement je me la répète assez souvent, du miroir. À chaque fois il me dit, tu retournes le miroir vers toi pour t'obliger à te regarder, et dans plein d'événements de la vie où on se sent un petit peu agressé, se sent, voilà. En fait, non, la question n'est pas l'autre, mais en fait soi, et du coup s'obliger à se regarder et en fait à analyser comment on ressent les choses, comment on vit les choses, c'est un bon réflexe à avoir, je trouve. Moi j'associe j'associe vraiment en fait, on prend nos responsabilités. Et on parle de plasticité cérébrale, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et en quoi ça peut changer un individu ?
Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est un peu en mode automatique, c'est-à-dire chose qu'on fait, on n'y réfléchit même pas. Tu vois, par exemple, le fait de te laver les dents matin, midi et soir, enfin en tout cas, c'est quelque chose qu'on a ancré comme une habitude. Et donc, au quotidien, quand tu observes la manière dont se déroule une journée, tu n'es que fait d'habitude. Et c'est normal parce que c'est aussi pour le cerveau une manière d'économiser l'énergie. Et la plasticité cérébrale, le principe, en fait, c'est de créer des nouveaux chemins neuronaux, c'est-à-dire sur des choses qui sont nouvelles. Donc, par exemple, si demain, tu décides d'aller, je sais pas, te mettre au sport, c'est assez classique comme exemple, il suffit pas d'avoir la volonté, c'est-à-dire il suffit pas de se dire demain c'est bon, je vais courir 5 km. Non, il va falloir vraiment ancrer quelque chose dans ton cerveau, comme souvent j'ai l'image, au début tu es sur un sentier, c'est la brousse avec ton coupe-coupe, il faut vraiment tu élagues pour créer le chemin. C'est la même chose en fait dans ton cerveau. C'est quand tu veux créer une nouvelle habitude qui va te servir par rapport à un objectif ou quelque chose en tout cas vers lequel tu as envie d'aller, ça va nécessiter en fait de l'énergie, de la répétition et vraiment une habitude que tu vas devoir répéter. C'est pas la volonté seule, en fait, ça suffit pas. Donc la plasticité cérébrale, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout est possible à partir du moment où tu te donnes les moyens d'aller là où tu veux aller. Et comment tu amènes ces moyens-là à tes clients? Comment tu leur donnes la motivation de le faire? Alors en fait, c'est ça, c'est peut-être la subtilité, c'est que c'est pas forcément de la motivation. Parce qu'en fait, la motivation, elle est très éphémère et elle ne repose pas sur quelque chose qui est solide, c'est-à-dire qui va durer dans le temps. Donc en fait, c'est vraiment ancrer une nouvelle manière de penser et d'agir derrière. Parce qu'en fait, tu es ce que tu penses. Donc en fait, si tu penses que par exemple, là, je vais foirer ou ça va pas bien se passer ou j'ai raté ça, forcément, ton comportement va être en image, tu vois, il va être cohérent par rapport à ce que tu penses, et donc le résultat, il va faire que confirmer ce que tu pensais. Donc c'est vraiment en fait d'aller observer finalement ce que les gens pensent pour leur dire, regarde, qu'est-ce que tu dois penser pour qu'à l'inverse, ce soit une pensée qui soit motrice, qui te permette vraiment d'aller de l'avant, pour que ton comportement en fait soit aligné par rapport à ça, et que tu arrives à l'objectif que tu souhaitais. Donc c'est vraiment, c'est de travailler en fait sur tes pensées. C'est vraiment, et les pensées, on en a perpétuellement. Là, on est en train d'échanger tous les trois. Évidemment, il y a des choses qui nous traversent l'esprit en même temps. Donc c'est vraiment d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau pour pouvoir agir dessus. Okay. Et est-ce que ce changement de métier-là, tu l'as un peu observé vis-à-vis du changement de mentalité et aussi, on voit que de plus en plus de personnes, entreprises, prennent conscience du bien-être mental des salariés pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a poussé à le faire ? Ouais, parce qu'en fait, quand j'étais manager auparavant, je me rendais compte, enfin, tu vois, moi, un des déclics que j'ai eu, c'est qu'on ne pouvait pas changer les autres. Donc, en fait, ça passait forcément par moi. Et aussi, le fait que ce n'était pas la situation en tant que telle qui était le problème, c'est vraiment ce que je pensais de la situation. Et donc, effectivement, dans le monde de l'entreprise, souvent, les tensions, les difficultés qu'on peut rencontrer, notamment dans nos relations, que ce soit avec nos collègues, nos dirigeants ou nos salariés, enfin, nos équipes, voire même nos clients, nos fournisseurs, elle est essentiellement liée à ce qu'on pense, en fait, et pas à la situation factuelle. Et ça, sur une même situation factuelle, tu peux avoir 10 personnes autour de la table, on va tous penser quelque chose de différent. Donc par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça, on peut agir dessus. Alors justement, hier au bureau, je parlais aux filles, je leur donnais un de mes bons vieux conseils, parce que je travaille avec des jeunes, donc je m'en profite. Je leur disais que ce qui est important, à mon sens, dans la vie, c'est de cumuler des situations où on est en stress. Cumuler des situations stressantes, parce que ces situations stressantes, eh bien finalement, elles vont nous apprendre, elles vont nous former le cerveau, et puis surtout, une fois qu'on les aura dépassées, on sera un peu plus hermétique pour les prochaines situations de stress. Et je donne je donne 3 exemples concrets. Mon associé, il a fait maths sup, maths spé, et donc il a connu 2 années très difficiles donc de prépa, d'école prépa. Et en fait, il le dit, mais je le sais, ces 2 années l'ont formé à vie, parce que finalement, il a tellement connu la difficulté en prépa, que forcément, après, les choses paraissent un petit peu plus faciles. Et alors, moi aussi, c'est pareil, hein, quand j'étais en études de lettres, et j'expliquais ça hier, des études de linguistique qui sont très difficiles, où on a du mal à comprendre les concepts. Et le fait d'être dans une situation où on ne comprend pas ce que dit la prof pendant 2 heures, fait que on s'oblige à... ça développe des choses, je pense, dans le cerveau, ça développe de nouvelles connexions. Et ces nouvelles connexions, cette habitude qu'on prend pendant ces quelques heures de cours, elles vont nous servir ensuite, je pense, à vie. Ça débloque des choses. Et le 3e exemple que je donnais, c'est par exemple des expériences professionnelles, notamment le service en salle, dans la restauration. Pareil, c'est aussi une situation de stress parce qu'on a des clients, il faut les satisfaire, il faut aller vite, il faut être efficace. Et c'est pareil, ces situations, elles nous apprennent aussi, c'est un nouveau programme qu'on a installé dans notre cerveau sur du long terme.
Et je pense que l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que de l'action vient l'information, c'est-à-dire que on a acquis ces nouvelles expériences, et du coup on les a surpassées, et donc pour les nouvelles qui approchent, on est dans une autre disposition, parce que finalement, on a un passé, et puis on sait, on appréhende moins les nouvelles situations. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien? Enfin, il y a Bah en fait, si je prends tes exemples, c'est que c'est de l'entraînement. C'est-à-dire, en fait, C'est ça. t'entraînes ton cerveau à savoir s'adapter dans des situations complexes. Donc, ça peut être des situations de stress. Et donc, ça, c'est vertueux. Parce qu'en fait, quand tu es dans une situation de stress, quelle qu'elle soit, quel que soit le degré d'intensité aussi du stress, il y a forcément une opportunité. Donc, plus tu vas entraîner ton cerveau à regarder plutôt l'opportunité qui se cache derrière cette situation de stress, plus tu vas y voir un intérêt. Et donc, forcément, tu vas apprendre au fur et à mesure que cette séquence peut-être va se répéter. Donc, je te rejoins effectivement. C'est encore une fois, c'est de la répétition pour qu'à un moment, ton cerveau, finalement, il ne vive plus de la même manière cette anxiété ou ce stress. Et c'est ce qui fait que quand on perd son travail, finalement, on est moins victime de cette situation si avant on s'est habitué à vivre d'autres situations un petit peu compliquées, et même certaines fois qui n'ont rien à voir. Ça peut être par exemple voyager, mais voyager pas évidemment en Tunisie dans les hôtels tout confortables où tout est en all inclusive, mais par exemple s'obliger à voyager seul dans un pays un petit peu plus difficile pendant 2, 3 semaines. Mine de rien, cette expérience que l'on acquiert, qui a priori n'a rien à voir avec le milieu professionnel, va forcément nous rendre un petit peu plus résilients, un petit peu plus résistants dans des situations telles que la perte d'un emploi, telles que des situations compliquées, etc., quoi. Pour compléter, tu vois, j'irais même plus loin, c'est qu'en fait, parce que là, on compare la vie personnelle et la vie professionnelle, en fait, on est une seule et même personne. Tu es Olivier, tu es Lola. Et donc, finalement, toutes les expériences de notre vie, de manière générale, c'est ça qui va nous construire. Donc, évidemment, partir en vacances, si tu es habitué à du grand confort, et là, tu te dis, je vais aller à l'inverse. Au début, c'est pas forcément quelque chose naturellement vers lequel tu vas aller, mais tu vas forcément gagner quelque chose en termes d'apprentissage, ça c'est sûr. Tu parles de reprogrammer le cerveau. Là, concrètement, si, imaginons, un client vient te voir, qu'il a un gros manque de confiance en lui, et là, vu qu'on est dans le thème de l'entrepreneuriat, par exemple, il n'ose pas se lancer. Est-ce que tu aurais une méthode à lui donner ? Ouais, alors là, en fait, c'est vraiment de rendre le plus concret possible sa peur, parce que là, c'est de la peur qui se cache derrière, de pas se lancer. Et en fait, c'est justement de sortir de cette idée j'ai peur de me lancer, je vais pas réussir, parce qu'en fait, tout ça, c'est une pensée, c'est pas factuel. Donc, c'est vraiment le premier travail, c'est de dire, ok, on va regarder factuellement, qu'est-ce qui te fait peur ? Et en fait, souvent, tu peux faire ressortir, en fait, peut-être qu'il a besoin de relationnel, peut-être qu'il a besoin de sécurité financière, enfin, en fait, des choses qui sont tangibles et sur lesquelles, après, oui, tu peux aller travailler pour lui apporter des réponses ou des solutions. Mais c'est vraiment de sortir de ce premier prisme qui est non mais là j'ai peur, est-ce que je vais y arriver, ou même de se comparer à d'autres, parce que ça c'est quelque chose aussi qui peut être un vrai frein, mais ça va pas l'aider lui à se dire est-ce que oui ou non l'entrepreneuriat c'est vraiment ce vers quoi je vais aller et comment je peux être le meilleur dans le domaine dans lequel je me lance. Et justement, tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui serait dans une situation compliquée, qui nous regarderait et qui dirait voilà, je suis face à Leïla, qu'est-ce qu'elle pourrait me dire, moi, qui tout de suite peut m'aider là aujourd'hui? Écoute, ce qui me viendrait spontanément, c'est si la personne est vraiment dans une situation difficile, c'est de prendre un crayon, de prendre un carnet, du papier, et puis d'écrire. Vraiment de passer par le stade de l'écriture, c'est-à-dire dire concrètement, je lui dirais, écoute, écris ce qui se passe dans ta tête, ce que tu ressens, mais vraiment de passer par ce travail d'écriture qui va lui permettre aussi de prendre du recul. Et ça, tu peux le faire de toi à toi, enfin ça peut se faire de manière individuelle, pour déjà avoir un premier regard sur ce qui se passe dans la tête, mais vraiment sortir de cet aspect dans la tête, parce que notre cerveau est très bien fait, donc on a une tendance des fois à exagérer des situations ou des peurs ou des émotions qui sont inconfortables. Et donc, de les regarder comme ça, vraiment en mode écriture, ça peut déjà être une première prise de conscience, en tout cas. D'accord. Et justement, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai souvent eu l'habitude de me poser 2 questions lorsque je me suis retrouvé confronté à une situation compliquée. La première question, c'était est-ce que je suis responsable ? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à me reprocher dans ce qui est arrivé ? Oui, non. Et l'autre question, c'est est-ce que je peux changer quelque chose ? C'est-à-dire que, imaginons que je suis responsable de la situation, je peux changer, ok, la situation, donc on avance. Ou alors ça m'arrive, je suis responsable, mais de toute façon je peux rien y faire, c'est comme ça, c'est lancé, du coup c'est pareil, on avance. Ou alors je ne suis pas responsable parce que c'est quelqu'un qui m'attaque comme ça, parce qu'il a ses propres problèmes, et puis voilà. De toute façon je ne peux pas changer la situation parce qu'il ne changera pas d'avis sur moi ou sur ce qui s'est passé. Donc c'est pareil, j'avance. En fait, c'est magique ces 2 questions-là, parce que finalement dans tous les cas, on se retrouve à avancer, quoi. C'est-à-dire qu'on ne reste pas bloqué. Soit je peux changer les choses et à ce moment-là, je les change et on règle le problème. Soit je ne peux pas les changer et donc je ne suis pas responsable. Et de toute façon,
la vie va continuer d'une façon ou d'une autre. Moi, je sais pas s'il y a un petit peu de ça aussi. Si, après, il y a toujours en fait, on en revient à ça, c'est comment tu prends tes responsabilités. Donc ça, je te rejoins qu'effectivement, c'est de quelle manière je suis responsable. Pour moi, dans toute situation, on a toujours une part de responsabilité. C'est-à-dire, les choses, elles arrivent jamais par hasard. Enfin, moi, je crois pas au hasard. Et donc, c'est peut-être quand, si on reprend tes exemples, tu te dis, là, je suis pas responsable, les choses peuvent quand même changer. Parce qu'en fait, tu es quand même responsable de la manière dont tu réagis à une situation. Ouais, Donc, en fait, c'est là où je mets la nuance, c'est que parfois, effectivement, on n'est pas responsable directement de ce qui est arrivé, de l'action, etc. Par contre, on a toujours le droit, si on en a envie, de choisir comment on réagit. Et en fait, c'est la manière dont on réagit à une situation, par exemple, qui ne nous convient pas ou qui nous a agacés, enfin, peu importe, qui va faire toute la différence. Parce qu'en fait, ta manière de réagir va dire des choses de toi. Et donc, va aussi envoyer un message à l'autre sur ce qui peut être de l'ordre de l'acceptable ou de l'inacceptable pour toi en tant qu'individu, quoi, sans le dénigrer non plus. Ok. Et si tu devais donner une plus grosse erreur à faire lorsqu'on veut changer de mentalité, à ceux qui nous regardent, tu donnerais quoi ? Alors là, ce qui me vient spontanément, c'est de croire que tout est super, qu'il faut être hyper positif. Ça peut être un vrai biais, de se dire, tiens, si je veux changer mon état d'esprit, je vais faire un peu le monde des bisounours. Bon, ça marche pas. Enfin, ça, clairement, c'est plutôt d'être sur le principe de réalité, de regarder les choses avec réalisme, que ce soit cohérent, crédible, mais surtout ne pas croire que du jour au lendemain, il faut dire que finalement, c'est génial, j'ai raté ça. Enfin, ça marche pas. Je suis entre autres sur Instagram une fille qui fait des formations Instagram. Mm. Et sur son feed, donc Instagram, elle est tout le temps ultra souriante, elle kiffe sa vie, vraiment, elle danse. Et en fait, il y a une part de moi qui me dit que c'est pas possible, que en réalité, ça cache à l'inverse plutôt un malaise, quoi, parce que c'est pas naturel quelqu'un qui tous les jours a le grand sourire et il profite de sa vie, on le voit danser de ça. Et je pense que c'est dangereux d'être dans une création d'un personnage. Parce que je pense que c'est des personnes qui, au début, se disent plus je vais sourire, plus ma vie sera souriante et agréable, etc. Et je pense que le danger, c'est qu'on s'enfonce dans un personnage et que ce personnage se dissocie de plus en plus de notre vraie nature et des vrais problèmes qu'on a, qu'on n'ose plus montrer, qu'on cache. Et à mon sens, c'est pas du tout la bonne idée que de s'auto-personner, en effet, que tous les jours, c'est génial, etc. Puis tout va bien, quoi. Moi, ma conviction, c'est qu'en fait, et c'est vraiment ce sur quoi je travaille aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est d'aller vraiment vers l'authenticité. Donc, effectivement, il y a des personnes, on les croise naturellement, elles ont le sourire, elles sont joviales, et tant mieux. Mais pour autant, il y a toujours des moments de vulnérabilité. Et moi, je suis convaincue que plus un moment on est en capacité de montrer sa vulnérabilité, ça veut pas dire tout montrer ou tout dévoiler, mais c'est un moment de dire, franchement, chez personne au monde n'est en mode, comme tu dis, hyper joyeux, hyper festif en permanence. Et peut-être le risque des réseaux sociaux, c'est quand on envoie cette image, ça ne peut faire que culpabiliser la personne qui regarde en lui disant mais pourquoi cette personne elle est tout le temps hyper fun et moi là je suis en galère ou je me sens pas bien ou j'ai eu tel pépin, etc. Donc c'est pour ça que je mets toujours une vraie vigilance par rapport à ta question, tu vois Lola, c'est ok, le positif c'est important mais il doit pas être exacerbé et puis franchement quand tu le combines à la vulnérabilité, c'est ça qui touche les gens, tu vois, effectivement dire on échoue tous, mais il y a des gens pour qui l'échec c'est particulièrement douloureux, plus que d'autres, c'est même c'est quelque chose de même douloureux, tu vois, de brutal. Donc, il faut aussi respecter ça. Donc, c'est plutôt chacun va à son rythme. Mais plus tu arrives à montrer la personne que tu es et accepter, parce que ça passe d'abord par un travail d'acceptation de qui je suis, et plus finalement, tu vas aussi donner envie aux autres d'aller vers toi, quoi. Que tu sois souriant ou pas, finalement. Je parle des réseaux sociaux, mais on voit aussi souvent, quand on est en soirée d'entreprise, etc., quand on écoute les autres entrepreneurs, apparemment, tout marche toujours très bien, quoi. Oui. Moi, ça, c'est un truc aussi que j'ai appris. Me méfier beaucoup du narratif qui m'est servi dans les soirées, les événements, ou à écouter les gens, mon boss, on n'arrête pas, on est dans le jus tout le temps, machin, etc. Et souvent, je me sentais bête, j'étais là, c'est pas possible, ils ont tous des boîtes qui cartonnent, machin, et moi, c'était pas toujours le cas, quoi, loin de là même. Et j'avais un sentiment un petit peu de malaise, mais maintenant, parce que ça fait 4 ans que je me suis lancé, quand j'ai vu que des entreprises ont fait faillite, ça me fait relativiser. C'est-à-dire que maintenant, je me rends compte que quand les gens me disaient on est dans le jus, on n'arrête pas, là on a des clients, des devis dans tous les sens, en réalité c'était pas forcément le cas, parce qu'au final, certains ont fait dépôt de bilan, quoi. Donc c'est de ça aussi dont je parlais, les réseaux sociaux, on le voit publiquement, mais on n'a pas forcément besoin des réseaux sociaux pour être confronté à d'autres personnes qui
qui travestissent un petit peu la réalité. Ouais, puis en plus, on n'a pas non plus les mêmes indicateurs. Quelqu'un qui va dire non, mais là je suis dans le jus, je suis débordé ou mon business il cartonne. En fait, c'est par rapport à lui, mais c'est peut-être pas le même niveau d'exigence que toi tu vas avoir. Donc en fait, rien que là-dessus, déjà on se comprend pas. Et puis moi, de manière générale, je me méfie toujours des gens qui montrent beaucoup de choses parce que plus tu montes finalement, plus ça me peut paraître un peu faux, tu vois. Moi, je pense que les gens qui font vraiment du business pour qui ça marche, ils ont pas besoin de faire ça en fait. C'est juste tu fais ton job, tes clients sont contents, tu fais du chiffre d'affaires et t'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, peut-être d'avoir de la méfiance, tu vois. Et puis là, c'est le temps qui donne toujours raison. Moi, il y a un truc qui m'a toujours gonflé, mais vraiment, et ça, c'est depuis que je suis étudiant que j'ai eu. Il y a 2 mots que je ne supporte pas. C'est je suis fatigué et j'ai pas le temps. Et quand j'étais étudiant, je l'avais tout le temps, ça. Je suis fatigué, ça va? Ah non, je suis fatigué et j'ai pas le temps. Et en réalité, ce que j'ai appris aussi au fur et à mesure, c'est qu'en réalité, c'est que la plupart du temps, ce sont juste des gens mal organisés. En fait, peut-être que la personne, quand elle dit « je suis fatiguée » ou « j'ai pas le temps », elle est sincère, tu vois. Elle le pense vraiment, à mon avis. Sauf que dans la réalité, c'est pas « j'ai pas le temps », c'est « je n'ai pas pris le temps de faire ça ». Donc ça rejoint aussi ce que tu dis, Lola. C'est, en fait, tu prends le temps sur des choses qui sont importantes, mais les gens, ils ont bien 2 heures par jour pour regarder les réseaux sociaux. Donc à un moment, tu vois, on est dans ce paradoxe où les gens vont dire « ah, j'ai pas eu le temps de faire ça ». Mais en même temps, quand tu étais dans ton canapé le soir pendant 1 heure ou, je sais pas, 2 heures, enfin, j'ai plus les stats en tête, mais c'est énorme, bah, t'as quand même du temps de consommer de l'écran. Et à côté de ça, le côté fatigue, bah, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Tu vois, est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu manges correctement? Donc, encore une fois, ils ont la responsabilité de ça. Donc, quelqu'un qui te dit « je suis fatigué, j'ai pas le temps », bah, moi, je vais répondre « bah, ok, bah, tu le veux bien ». Bah, toi, c'est de pas être dans la justification, essayer de le convaincre, c'est de dire « bah, ok, très bien. Si tu te sens bien comme ça, mais on partage pas la même vision, quoi. » Je reviens à ce que je disais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont juste mal organisés et qui font aussi... Enfin, moi, par exemple, un truc tout bête que j'avais remarqué une fois et ça m'a fait tilt. Je prenais de l'essence derrière une personne, enfin j'attendais pour prendre de l'essence derrière une personne. Et je me suis rendu compte que la personne mettait 2 fois plus de temps pour prendre de l'essence que moi. Et je me suis dit, oui, mais à l'échelle d'une journée, forcément, c'est quelqu'un qui en fin de journée va dire j'ai pas eu le temps, parce qu'en réalité, il passe plus de temps à faire les choses qu'une autre ou quelqu'un d'autre ferait de façon plus efficace, quoi. Il y a aussi ça, quoi, l'efficacité, l'organisation, et puis comme tu dis, oui. L'autre chose aussi, c'est l'image qu'on veut donner de quelqu'un qui est important, qui fait plein de choses, qui est dynamique, etc. Parce que derrière le « j'ai pas le temps », il y a cette idée que je suis important, je fais des choses incroyables, quoi. Bah, tu vois, moi, ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est... Là, on parle du rapport au temps. Et en fait, il est très différent d'une personne à l'autre. Donc, toi, tu vas dire, elle va 2 fois moins vite, parce que toi, tu irais plus vite. Et en fait, la personne, elle est peut-être juste OK avec ça. Donc, c'est en fait ce qui crée aussi des fois des tensions aujourd'hui dans ce qu'on vit au quotidien, c'est qu'on n'a pas le même rapport au temps. Tu as ceux qui sont tout le temps impatients, tu as ceux qui vont être trop lents. Enfin, en fait, on est toujours trop ou pas assez parce que l'autre, il se met pas, il s'adapte pas forcément à notre rythme. Et donc, c'est ça aussi, je pense, le côté j'ai pas le temps. Mais finalement, quand tu fais un dossier où tu vas chercher un nouveau client, quel temps tu vas consacrer à cette action-là? Donc toi, tu accompagnes des dirigeants. Qu'est-ce qu'ils ont du mal à entendre aujourd'hui, les dirigeants que tu accompagnes? Ce qui peut-être est enfin en tout cas une fois qu'ils sont accompagnés, c'est qu'ils ont eu le déclic, c'est que tout dépend d'eux. Enfin c'est vraiment eux qui ont la responsabilité de faire bouger les choses aussi. Et donc tout passe par eux. Donc il y a ce côté souvent, en fait, ils vont demander des choses aux équipes, tu vois, parfois ils sont frustrés parce que mais tiens l'équipe elle a pas fait ça ou ils sont pas assez comme ci. Enfin il y a une frustration, mais finalement en fait regarde-toi d'abord, en fait. De quelle manière, toi, tu montres l'exemple, de quelle manière tu fais avancer les choses. Et donc ça, c'est quand le dirigeant a pris conscience qu'il est le premier responsable de la situation, et il peut pas tout faire, déjà, tu vois, tu changes un prisme. Donc ouais, ça joue. Parce que toi, on te contacte pour des problèmes au sein de l'entreprise, on te contacte pour quoi? En fait, ça va dépendre. C'est effectivement comme c'est plutôt des dirigeants ou managers. Souvent, la problématique initiale, elle est liée à l'entreprise, très clairement. Et après, en fait, quand on travaille ensemble, on est sur l'ensemble de la personne, parce que forcément, tu as une posture au travail, mais finalement, t'es aussi la même personne normalement dans ta vie personnelle. Oui. Donc après, il y a pas de frontières. Moi, je crois pas il y a la vie privée, il y a la vie perso. Ça, moi, j'y crois pas. Je pense que juste, il y a une personne et après, parfois, elle va au travail, elle va voir sa famille, ses amis, mais finalement, on parle bien de la même personne. Ok. Et tu te bases plutôt sur tes croyances ou vraiment la science?
Ouais, non, c'est vraiment sur tout ça, c'est basé sur les neurosciences. Donc en fait, c'est vraiment très factuel. La méthode, elle est hyper factuelle. Et encore une fois, comme on revient sur les faits, ils sont têtus. Hein, tu vois, on peut pas les remettre en question. Donc c'est vraiment d'abord de clarifier quelle est la situation factuelle. Et après, à partir de ça, on peut travailler effectivement sur quelles sont les actions que tu dois mettre en place, c'est quoi le résultat que tu veux avoir. Et donc on travaille aussi sur la visualisation. Comme les sportifs de haut niveau, souvent on en entend parler parce que c'est assez déployé dans ce monde-là. Mais c'est savoir, tu dois d'abord savoir où tu veux aller pour savoir le chemin que tu vas prendre. Et aujourd'hui, on est dans un univers où les gens en fait vivent un peu au jour le jour, mais et ils construisent leur futur en fonction. Que souvent, moi je dis en fait, tu construis ton futur pour que ton présent te permette d'y aller en fait. Donc c'est deux choses très différentes. C'est plus stratégique en fait. La com, aujourd'hui, comment tu la gères du coup? Parce que c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas tellement connu. Enfin, moi, personnellement, avant que je savais que tu venais, bah, je ne le connaissais pas. Et on ne prend pas souvent ce réflexe-là quand on a un problème au sein de l'entreprise, d'aller chercher sur Internet, voilà, coaching en neurosciences. C'est ça? Ouais. Ok. Et donc voilà, comment tu bases ta com aujourd'hui? Bah en fait, moi je communique sur LinkedIn. Et en fait, c'est beaucoup la vraie vie, c'est-à-dire c'est des rencontres. Parce que moi, je suis dans un métier où c'est d'abord le feeling, c'est-à-dire à un moment, tu vois, souvent c'est ce que je leur dis, mais si on bosse ensemble, en fait, il va falloir être capable de dire vraiment ce que vous avez dans la tête, donc sans filtre. Et donc pour ça, tu dois le faire avec quelqu'un qui t'a pleinement confiance. C'est-à-dire à partir du moment où tu as le moindre doute de dire ah non, en fait, est-ce que la personne elle va penser ça, etc. Ça marche pas. Donc moi, c'est vraiment une com qui est basée sur des échanges, des relations. Et après, il y a un fit qui va se mettre en place. Et souvent, les personnes que j'accompagne me disent « Non, mais je sais que je vais pas être jugée. Je sais qu'on va bosser dans mon intérêt. Donc là, tout est possible. » Mais aujourd'hui, ouais, c'est vraiment un métier de confiance, de relationnel. Donc moi, c'est plutôt de la com LinkedIn. Et après, j'ai pas fait d'autres supports de com en tant que tel. LinkedIn. Ouais. Et ça coûte combien un accompagnement? Alors ça, c'est des choses que je fais découvrir par un process. On fait un rendez-vous. Et à partir de là, après, vraiment, en fonction de la personne, je peux lui proposer mon accompagnement. Et là, elle découvre aussi tout ce qui est lié au pricing. Un peu des chiffres. Ah bah ça, je ne les partage pas, Olivier. Ah bon? Non. Alors justement, c'est une question intéressante. Ouais. Pourquoi tu ne partages pas tes prix? Et bah parce qu'en fait, le pricing, c'est un vrai sujet. Et il y a des croyances qui sont très fortes liées au prix. On va dire, ah non, c'est pas assez cher, c'est trop cher, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment fait le parti prix. Je communique pas sur le prix parce qu'en fait, c'est pas le vrai sujet. En fait, quelqu'un qui prend... Bah, on peut en discuter, on peut se challenger là-dessus. Mais en fait, une personne qui ne prend pas un accompagnement, qui ne fait pas le choix d'une prestation quelle qu'elle soit, en fait, c'est pas le prix qui est le problème. C'est autre chose. Et donc, en termes de coaching, c'est toujours intéressant d'aller trouver la vraie raison, le vrai frein. Et en fait, c'est prouvé, c'est pas le prix, en fait. C'est pas ça, en fait. Et du coup, est-ce que je peux te poser une question choquante? Vas-y. Est-ce que finalement, c'est pas manipulatoire? C'est-à-dire que tu fais exprès finalement, d'attirer les gens dans tes filets pour finalement, quelque part, les envoûter et qu'après le prix soit moins compliqué à vendre? Bah ça, tu as le droit de le croire, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont, en tout cas, j'ai fait tous mes accompagnements, personne n'a eu cette sensation. Et en fait, je pense que si la personne avait cette sensation, tu vois, d'être alpaguée, et donc d'avoir cette manipulation, en fait, ça marcherait pas, mon travail. En fait, mon travail marcherait pas parce que la base de la confiance dont je parlais tout à l'heure, elle serait pas là. Et moi, j'ai aucun intérêt, en fait, à manipuler les gens parce que moi, je suis sur un travail où, en fait, après, c'est la recommandation qui fait que les gens aussi viennent à moi. Tu vois, en termes de com, tiens, ça répond aussi à ça, mais... Donc moi, c'est pas mon intérêt. C'est plus qu'aujourd'hui, j'ai rarement quelqu'un qui arrive pour travailler avec moi qui me dit ça coûte combien. Tu vois, en fait, vraiment, quand les gens ils en sont arrivés au moment où ils veulent un rendez-vous avec moi, le prix, c'est pas la question en fait. C'est plutôt, voilà, je veux travailler tel sujet, etc. Et moi, je vais leur expliquer ma méthode, mon approche. Le prix est un élément, mais ça n'est qu'un élément parmi d'autres. Alors du coup, est-ce que je peux te poser une autre question choquante? Vas-y, Olivier. Et tu vas sûrement me haïr. Non. Mais moi qui suis un habitué de ChatGPT, que Ouais. j'utilise tous les jours, et mon équipe ici sait à quel point je suis un fanat de cette technologie qui m'aide vraiment au quotidien. Je me sers de ChatGPT d'un point de vue technique, mais aussi de plus en plus dans des orientations d'entreprise, des choix, etc. Je m'en sers un peu comme un grand conseiller qui, grâce au projet et grâce au ChatGPT personnalisé, est justement très personnalisé par rapport à l'entreprise et tout ça. Et est-ce que les IA, justement, te challenge par rapport à ça? Parce que je me doute que tu pourras dire oui, mais l'humain ne remplace pas les machines dans l'empathie, etc. Il n'empêche que de plus en plus, les IA deviennent bluffantes, et ChatGPT en l'occurrence, que je connais bien. Et finalement, plus on lui parle et plus finalement elle nous connaît,
plus ces réponses sont pertinentes et surtout c'est gratuit, enfin ça coûte 18 € par mois. Et puis surtout, on peut le solliciter jour et nuit. Je suis pas sûr que si je t'appelle à 3h du matin parce que je vais pas bien, j'ai une question, etc., je suis pas sûr que tu me répondras. Et donc, bah voilà, ma question choquante, c'est comment tu vas faire aujourd'hui, mais surtout demain, hey baby, pour eh bien justement ne pas être trop remué par les IA. Bah écoute, moi là-dessus, je trouve ça bien parce qu'en fait, il y a des personnes qui peut-être justement vont pouvoir faire un travail sur elles grâce aux IA. Enfin, je pense qu'il faut aussi en faire un allié. Moi, je le vois pas du tout comme quelque chose de dangereux ou de néfaste. Et en fait, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Tu as toujours des personnes en fait qui auront besoin de cet accompagnement parce qu'en fait, l'IA, tu la façonnes, on est d'accord. En fait, tu vas lui dire comment te parler. Forcément, il y a des biais aussi qui vont se mettre en place. Et quand tu es face à un être humain, en fait, on a tous un mode de fonctionnement différent et donc on va amener notre touche, notre personnalité. Et donc moi, je suis très confiante sur le fait que j'ai un métier sur la manière dont c'est basé sur les neurosciences qui va perdurer. Parce qu'en fait, il y a des clients pour tout. En fait, tu vois, si effectivement la personne, son premier sujet, c'est avec ChatGPT, l'avantage, c'est que c'est 18 € par mois, bah c'est OK en fait. Et comme tout, en fait, c'est comme dans tous les produits. J'imagine quand tu prends tes produits là pour ton podcast, on voit bien les lumières, les caméras, tu as toute gamme de prix. Donc en fait, il en faut pour tout le monde. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont trouver leur bonheur avec de l'IA, et certainement tant mieux pour elles. Et à côté, il y a des personnes qui vont beaucoup plus s'épanouir parce que quand on bosse avec quelqu'un, tu as un rendez-vous, c'est un rituel, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas justement sur commande. Et donc, tu fais pas le même travail sur toi. Et moi, je pense que c'est plus profond quand tu sais que tu prends rendez-vous avec toi et que tu as une vraie méthode. Et puis, pour le 3h du matin, moi, très clairement, je donne aussi des clés pour que la personne elle soit autonome. C'est-à-dire que s'il y a un vent de panique qui arrive à 3h du matin, je confirme, je ne vais pas répondre au téléphone. Par contre, la personne, elle sait comment elle peut pallier à ça au moment où ça arrive pour que la pression, elle puisse retomber et peut-être qu'elle se sente mieux. Enfin, toi, j'ai accompagné quelqu'un qui avait des insomnies. Bon, bah, clairement, ça, c'est des choses qui marchent. Parce que tu as des clés, des outils très concrets pour t'aider dans ton quotidien. Le truc avec ChatGPT, c'est qu'on peut lui dire un peu tout ce qu'on ressent. Est-ce que c'est positif ou négatif, le fait que tu sois une personne, une humaine, une femme d'autant plus, et qu'on puisse ne pas tout dire parce que justement on est pudique face à un autre individu. On ne l'est pas face à une machine, mais face à une femme, on peut être pudique. Est-ce qu'il y a une part de négatif et de positif ? Bah, il y a deux choses là, c'est que ChatGPT, bon, certainement qu'on peut tout lui dire, mais lui va prendre un axe de manière un peu abstraite. Tu vois, il va choisir un angle plutôt qu'un autre. Et quand tu es face à un être humain, je le redis, en fait, si tu bosses avec moi et que tu penses que tu peux pas tout me dire, on va pas bosser ensemble, en fait. Moi, je suis très claire là-dessus. C'est si tu as le moindre doute, moi je dis toujours, et c'est marrant, je te l'ai dit tout à l'heure avant, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc en fait, si tu penses que tu vas pas pouvoir aller vraiment pleinement jouer le jeu de cette relation d'accompagnement, bah en fait, c'est juste qu'on n'est pas fait pour bosser ensemble. Et c'est OK. Par contre, quand j'accompagne les personnes, je suis moi-même des fois surprise jusqu'où on va dans la relation et dans le partage des choses. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'ouvres à l'autre, eh ben, c'est là que tu vas avoir un nouveau regard, des nouvelles perspectives. Et puis moi, je vais aussi orienter les choses sur un truc qui me semble important. Et si la personne avait choisi quelqu'un d'autre ou choisi ChatGPT, peut-être que ça aurait été sur autre chose. Donc en fait, il y a toujours une part un peu de hasard qui fait qu'il faut aussi suivre son intuition. Tu parles beaucoup de connaissance de soi. Comment tu l'as définie, la connaissance de soi ? Bah écoute, c'est de comprendre en fait ce qu'on pense, ce qu'on ressent et de la manière dont on agit. En fait, quand on arrive vraiment à relier ces trois systèmes, c'est assez puissant. Puis c'est aussi la connaissance de soi, c'est voir où sont tout ce qui est génial chez nous, parce qu'on a quand même plein de belles qualités, de choses géniales. Puis aussi prendre conscience de nos travers. Et un travers, moi je suis assez claire là-dessus, c'est qu'on les changera pas. En fait, c'est-à-dire que tu es comme ça, donc c'est comment tu peux l'accepter et vivre avec en ayant le plus de douceur ou de tolérance vis-à-vis de toi et aussi finalement vis-à-vis des autres. Alors justement, est-ce qu'il y a une méthode que tu appliques ? Ouais, aujourd'hui, il y a une méthode que j'applique, c'est que je travaille en fait avec un collectif qui s'appelle 108 milliards et en fait, j'utilise vraiment leur méthode, c'est-à-dire vraiment une méthode qui est basée sur les neurosciences, donc avec tout un système autour du téléchargement de pensée et aussi la visualisation. Donc c'est la capacité en fait à poser le futur désirable, en tout cas là où on a envie d'aller, et de faire en sorte que le cerveau en fait reprenne les commandes pour que ce soit crédible et réaliste et envie d'y aller. Mais alors, quand je t'écoute, j'ai l'impression que finalement tu es une psychologue.
Alors en fait, pour moi, la grosse différence, c'est qu'une psychologue, elle va aller sur le travail aussi qui est lié à l'enfance, à vraiment des traumas, enfin des choses qui sont très personnelles, que moi, en fait, mon travail, il est vraiment basé sur le futur. En fait, je vais regarder le futur, alors que pour moi, les psychologues sont plutôt sur un travail qui va être basé beaucoup sur le passé. En fait, essayer de comprendre le passé pour que tu puisses te construire, avancer. Alors que moi, clairement, moi, je vais de l'avant. Et je pense que c'est l'un des points qui peut être structurant entre les deux. Je me positionne pas là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit moi je suis comme ça, je peux pas changer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah écoute, je lui dirais, c'est vrai, tu vas pas changer en termes de personne, t'es comme t'es. Par contre, ce que tu peux changer, ou en tout cas faire évoluer, c'est vraiment ce que tu penses des situations. C'est vraiment ton mode de pensée où là, tu peux le faire bouger pour qu'encore une fois, tu mettes vraiment ton cerveau à ton service. Et c'est vraiment ça la différence, c'est de te dire, si t'es convaincu que tu vas pas y arriver, bah écoute, oui, tu vas pas y arriver, ça c'est sûr. Par contre, si tu es convaincu que demain, tu as envie d'être à tel endroit, te sentir de telle manière, etc., bah ouais, on va bosser pour que ce soit une réalité. Donc je lui dirais ça. Et quels sont les conseils pratiques que tu peux donner à quelqu'un qui nous regarde, mais quels sont les automatismes qu'on peut mettre en place pour évoluer, pour avancer mieux? Ben, un truc très concret que les gens peuvent mettre en place dès ce soir, on va dire, c'est de commencer en fait à faire des gratitudes. En fait, vraiment, par exemple, tous les soirs, se dire c'est quoi les 3 choses positives qui se sont passées dans ma journée. Et pourquoi je propose ça souvent? Parce qu'on a tendance à dire j'ai passé une journée de merde ou ça n'a pas allé ou d'être énervé. Et en fait, on va retenir que ça. Et donc, c'est aussi une manière d'entraîner son cerveau, de se dire qu'est-ce qui a été chouette aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des choses chouettes, même dans une journée qui a été difficile, compliquée. Et donc, ça peut être ça. Très concrètement, c'est tous les soirs, tu écris 3 choses sympas, agréables, qui te sont arrivées, et tu le fais tous les jours, pendant au moins un mois, on va dire, histoire d'ancrer l'habitude. Et ensuite, en général, les gens continuent parce qu'ils voient vraiment le bénéfice à court et à moyen terme. Est-ce que tu as des livres à conseiller? Bah écoute, si j'avais... alors, j'ai plus le nom des auteurs, mais je pense que tout le monde pourra les retrouver. C'est Le pouvoir des habitudes. Ça, c'est un livre qui est vraiment top, parce qu'en fait, ça explique vraiment comment fonctionne le mécanisme des habitudes, et donc la nécessité d'ancrer les choses. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup. Ça, je l'ai lu assez tôt. C'est Manipulation et influence. Et donc ça, en fait, c'est un livre vraiment pour tous ceux qui sont passionnés par les neurosciences notamment. Ça explique à quel point, en fait, notre cerveau, il est malléable. Et donc, ça partage des choses très concrètes qui sont des expériences, l'expérience de 1000 grammes, des choses comme ça, qui, moi, en tout cas, m'ont vraiment aidé à conscientiser ce qui se jouait. Ouais, tu l'as lu? Ouais. Qui aident en fait à conscientiser ce qui se passe aujourd'hui aussi dans notre société, c'est-à-dire au-delà même de nous. Et ouais, donc ça, c'est vraiment un bouquin qui est formidable. Je pense que tout le monde devrait le lire même. Si on considère que tu es une Jedi du côté lumineux de la Force, Ouais. Et que tu as tendance justement, enfin ta mission c'est d'aider et valoriser les gens, quelles sont les forces obscures? D'où viennent dans notre société d'aujourd'hui les sources d'anxiété et d'angoisse? Eh ben, tu vois, j'ai lu, je crois que c'était il y a quelques jours, qu'en fait, quand un enfant naît, donc quand il vient au monde, en fait, il vient avec 2 peurs seulement. Il vient avec la peur du bruit, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il est quand même dans un écosystème privilégié dans le ventre de sa maman. Et la deuxième peur, c'est la peur de tomber, donc la chute. Et ensuite, toutes les autres peurs sont des peurs qu'on se fabrique. Et donc moi, pour te répondre très clairement, je pense que c'est ça en fait, la peur obscure, c'est toutes les peurs qu'on a implémentées dès l'enfance chez nous, tu vois, la peur du vide, la peur du manque, la peur des fois des autres, tu vois. En fait, aujourd'hui, on est dans une société de la peur. Enfin, moi, c'est la manière comme ça que je l'analyse. Et en fait, plus les gens ont peur, plus ils sont manipulables, et donc ils sont pas en capacité en fait de prendre leurs propres décisions et justement d'être, moi ce que j'appelle d'être souverain, c'est-à-dire de décider vraiment en conscience pour soi. Donc pour moi c'est vraiment ça la part obscure qu'on vit aujourd'hui, c'est cette capacité qu'a la société et donc les gens, parce qu'à un moment les gens le veulent bien, de rentrer dans ces systèmes de peur. Et moi c'est vraiment un apprentissage et j'essaie d'accompagner les gens vraiment là-dessus pour aller regarder cette peur en fait, qui souvent n'est pas réelle en fait. On fabrique la peur. Dit Maître Yoda, la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Ouais. Donc la peur mène à la souffrance. Ouais. J'enseigne toujours. Oui. Tour, tu vois. Père Olivier a dit ça? Bah tout à fait. C'est Maître Yoda qui... Ouais, c'est vrai. Et oui, parce que quand tu dis en effet que de par la peur, on est très facilement manipulé. Justement, à ce sujet, c'est rigolo parce que je regardais une vidéo, c'est un prank dans un métro, et c'est un gars... C'est marrant parce que des fois, les pranks n'ont pas besoin d'être très bien faits pour que les gens tout de suite
réagissent. Et en l'occurrence, c'est un gars qui est dans le métro, et puis il est habillé un peu comme un clodo. Il va vers des gens qui sont des complices, il leur fait tu dors, et puis les personnes sont des complices. Et on voit tout le monde dans le métro paniquer. Alors que, je veux dire, on sait très bien que c'est impossible, ça n'existe pas, ça c'est de la magie. Et qu'en plus, c'est pas très bien joué, ceux qui tombent, ils sont là, oh, et ils font... Voilà. Et pour autant, les gens, très facilement, ils ont peur. C'est quand même un sentiment facile à communiquer, la peur. C'est très facile de faire peur aux gens, avec peu de choses. Avec un peu de costume, un petit peu de mise en scène, et on y arrive très facilement. Et je pense que c'est ce que les États ont très vite compris, les organisations ont très vite compris, c'est que finalement, il est tellement facile de manipuler par la peur, et il est tellement facile de faire peur, que finalement, c'est le chemin le plus rapide. En fait, je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important, de manière générale dans notre vie, qu'on observe quelle est l'émotion motrice. Parce qu'en fait, aujourd'hui, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? C'est comme plus la joie, on a 4 émotions majeures. Et en fait, d'aller observer ça. C'est-à-dire, en fait, et puis surtout, à qui ça profite? C'est-à-dire, quand tu te retrouves à avoir peur de quelque chose, en fait, c'est dans l'intérêt de qui? Tu vois? Parce qu'à un moment, il y a toujours quelqu'un qui doit gagner. Enfin, je veux dire, la vie, c'est ça. T'as du crédit, t'as du débit. Enfin, c'est comme ça que moi, je vois les choses aussi dans la relation avec les gens. Quand tu fais des choses cool, ça crédite en fait un peu chez toi. Et puis à l'inverse, quand tu es moins cool ou quand tu sais tout ce qui est malveillance, c'est plutôt du débit. Donc effectivement, c'est quand tu as cette peur, on peut se poser la question, mais tiens, à qui ça va servir en fait? C'est dans quel intérêt qu'on fait ça, par exemple, tu vois? La dernière fois qu'on s'est vu, enfin quand tu m'avais invité à prendre un petit déjeuner à côté de la gare, Ouais. je t'avais dit que j'avais du mal un petit peu à laisser mon équipe prendre leurs propres décisions, en tout cas ne pas avoir mon nez un petit peu partout, parce que je t'avais répondu que si un jour je me retrouve sous un pont, je ne pourrais pas marquer sur le panneau oui, désolé, je suis à la rue parce que j'ai trop fait confiance aux autres. Et donc, mon intuition, c'était que je devais être maître de tout parce que je suis responsable de la conduite de l'entreprise et que je ne peux pas trop laisser les équipes trop indépendantes parce que, au fin du fin, c'est moi qui suis responsable. Et est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'avais dit à ce moment-là? Parce que je pense que ça peut intéresser nos fans. Écoute, ce que je t'avais dit, c'est qu'en fait, ça, c'était une croyance. C'est-à-dire que le fait d'être convaincu que tu devais tout gérer, tout déléguer, c'est une croyance qui est assez répandue chez les dirigeants parce qu'ils ont de la pression, parce que derrière, ils veulent être sûrs qu'ils vont pouvoir aussi payer les salaires de leurs salariés, donc ce qui est plutôt noble. N'empêche, en fait, ça les prive. C'est-à-dire que c'est pas quand tu penses ça, quand tu es convaincu que tu dois tout faire, tu dois tout gérer, parce que sinon, la conséquence, c'est que si tu mets la clé sous la porte, qu'est-ce qui va se passer? On dira que c'est toi le premier responsable, et ce sera vrai. Mais en fait, ça t'empêche d'avoir derrière un comportement qui soit aligné avec qui tu es vraiment et surtout de laisser tes équipes en fait dans la confiance, dans la responsabilisation, dans l'autonomie pour justement t'aider toi à atteindre ta vision, tes enjeux, tes objectifs liés au développement de ton entreprise. Et donc c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est que c'est une pensée aujourd'hui qui ne te sert pas. En fait, elle a plutôt tendance à te desservir dans, encore une fois, l'ambition, la trajectoire que tu veux pour ta boîte. Et j'avais dû dire que si tu visualisais, d'ailleurs on en avait parlé, si tu visualisais là où tu voulais aller dans quelques temps, quelle que soit la temporalité, en fait, on n'était pas du tout sur ce type de choses très concrètes, en fait. Donc, c'est de te dire qu'aujourd'hui, si tu sais où tu veux aller, c'est à toi de mettre en place le chemin aujourd'hui qui va être le plus adapté. Et c'est pas ce comportement-là qui va t'y aider. Ok, écoute, merci Leïla. Je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Toi, Lola, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-nous tout. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper enrichissant. Et puis, ouais, j'ai appris plein de choses. Non, c'était super. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as un site internet, j'imagine, LinkedIn, dis-nous tout. Écoutez, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. C'est principalement par là que j'ai mes principaux échanges, donc Leïla El Abdi. Et puis, avec plaisir pour échanger avec tous ceux qui seront curieux de découvrir un peu ce que je fais, ou même s'ils ont des questions. Enfin voilà, moi je suis quelqu'un... Tu n'as pas peur d'être un peu challengé par des questions comme je l'ai fait aujourd'hui? Non, en fait, au contraire. Moi, je trouve que c'est plutôt ça. Ça veut dire que tu as osé me dire les choses. Et moi, je suis ouverte à tout et il n'y a pas de questions interdites ou tabous. Donc non, au contraire, je trouve ça chouette. D'accord, ok. Et voilà, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Merci Leïla. Merci à tous les deux. Merci Lola pour tes questions très pertinentes. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. À bientôt.